Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On arrive déjà au 9e épisode de cette série sur les légendes basques. Et maintenant que l'on a pu découvrir ensemble les principales entités mythologiques, je vous propose aujourd'hui de vous intéresser à d'autres membres de cette mythologie. Des membres que l'on a tendance à retrouver dans les cultures du monde entier. Les sorcières. Et quoi de mieux pour illustrer cela que de se retrouver du côté de Zugarramurdi, un petit village du Pays Basque Sud, considéré depuis très longtemps comme étant le village des sorcières. Je vous rappelle encore une fois que ce que je vous dirai sera à prendre avec grande précaution. Je me base sur un travail de recherche mais également d'interprétation. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'une de mes paroles, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Allez, on ne s'attarde pas plus ici, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. Les sorcières ont de tout temps fait partie de l'imaginaire collectif. Et ce n'est donc pas surprenant de les retrouver dans de nombreux récits mythologiques. Chez les Basques, les sorcières ne possèdent pas de caractéristiques physiques particulières. Mais on raconte qu'elles auraient la capacité de se transformer en animal. Dans un village, il y avait deux maisons voisines. Dans l'une, une Hamachi très vieille vivait seule avec son chat noir. Dans l'autre, habitaient un homme et une femme. Le chat de la vieille femme sortait chaque jour pour venir dans la maison des voisins. Une fois, l'homme excédé donna un coup de bâton au chat et lui brisa la patte. Le lendemain, l'homme et la femme ne virent pas sortir le chat, mais la vieille femme qui marchait en boitant. On raconte dans les légendes basques que les sorcières avaient pour habitude de se réunir chaque vendredi à l'occasion du sabbat. Le sabbat, c'est un rassemblement de sorcières venues exercer un certain nombre de rites magiques dans le but de vénérer une entité maléfique de la mythologie basque. Aker. Aker est le membre de la mythologie qui se rapproche le plus du diable que nous connaissons. Il prend l'apparence d'un bouc noir possédant 3 cornes sur la tête. On raconte que Aker posséderait notamment 2 visages, un de chaque côté de sa tête. Mais son allure effrayante ne semble pas perturber les sorcières venues l'idolâtrer. Et Pierre de l'Ancre raconte dans son ouvrage sur la sorcellerie que les sorcières sont nombreuses
à se réunir près de lui. Venu le voir parodier une messe chrétienne, avant d'entrer dans une transe maléfique qui se terminera par un festin de chair humaine. Les grottes de Zugarramurdi sont les grottes de sorcières les plus connues de tout le Pays basque. On raconte qu'à l'occasion du sabbat, chaque vendredi soir, les sorcières se rassemblaient ici dans un lieu appelé Aquelarre. Et même si l'Aquelarre peut correspondre à n'importe quel lieu de rassemblement de sorcières, c'est bel et bien d'ici que vient le nom. En effet, l'Aquelarre est le nom donné au pré qui se trouve juste en face de la grotte de l'Aquelarre. J'imagine que vous commencez à comprendre l'importance de Zugarramurdi dans le monde de la sorcellerie, car le simple nom d'une aire plane face à une grotte a été attribué à tous les lieux de rassemblement de sorcières. Il est aussi bon de noter que par la beauté et la grandeur de ses cavités, les grottes de Zugarramurdi restent l'un des lieux les plus propices pour un rassemblement de sorcières. Au fil du temps, les sorcières basques se sont de plus en plus rapprochées de celles de l'imaginaire collectif. Et même si elles ne sont pas décrites avec un nez pointu ou chevauchant un balai, elles partagent avec les autres sorcières du monde une apparence sombre. On les présente souvent d'abord venues au secours d'une femme en difficulté, avant de lui jeter un sort. La femme devra alors s'entacher d'une tâche difficile à réaliser si elle veut sauver son âme. J'imagine que vous commencez à comprendre que les sorcières basques ne sont pas si différentes des autres sorcières de ce monde. Ce sont souvent des femmes malicieuses qui aiment tendre des pièges aux humains dans le but de les asservir ou bien de récupérer leur âme. Mais il y a dans les légendes basques une facette de la sorcière qui semble avoir été totalement délaissée. Prenons par exemple l'entité Marie. On raconte que Marie vivrait à l'intérieur d'une grotte et qu'elle serait entourée d'un certain nombre de génies. Des génies de la nature qui partagent un même nom avec les sorcières, Sorgin. On peut donc faire un parallèle assez facile entre ces deux types de personnages, sauf que dans ce cas-là, on n'a pas affaire à des personnes maléfiques, mais bel et bien des génies de la nature. Il est également bon de rappeler que même s'il existe des tas de raisons pour une personne d'être accusée de sorcellerie, les personnes pratiquant la sorcellerie seraient avant tout des personnes pratiquant des cultes païens. Des cultes païens considérés comme étant blasphématoires par l'Église et auxquels elle s'oppose totalement. Mais laissons de côté un instant les légendes basques pour revenir à la réalité, car la réalité peut être parfois plus dramatique que n'importe quelle légende. On va quitter le côté espagnol un instant pour retourner du côté français. Vers une province du Pays basque qui a connu le procès d'inquisition le plus important de toute la région, le procès du Labour, qui, orchestré par le juge Pierre de Lancre, enverra au bûcher en seulement 4 mois pas moins de 120 personnes. À l'intérieur de son ouvrage, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, de Lancre décrit avec une précision effrayante le contenu des sabbats en Pays basque. Il semblerait que durant ces rassemblements, les sorcières s'adonnaient à un certain nombre de pratiques sexuelles, en général sous l'emprise d'une drogue qui les faisait entrer en transe.
On trouve à l'intérieur de cet ouvrage un nombre incroyable de supposées confessions qui ont probablement mené ces 120 personnes au bûcher. Bien évidemment, la véracité des confessions obtenues semble difficile à prouver, ou même tout simplement à croire. Mais ces confessions semblent malgré tout avoir été particulièrement utiles à l'époque. Car la sorcellerie est avant tout une excuse qui a permis à certaines personnes, souvent haut placées, d'arriver à leur fin. La sorcellerie ne trouve donc pas son origine dans un lieu supposé maléfique tel que les grottes de Zugarramurdi, mais bel et bien dans le cœur des hommes. Elle a donc pu servir à des fins religieuses, mais également politiques, et a permis de se débarrasser d'un nombre important de personnes gênantes dans la société. Dans le but, par exemple, de les incriminer ou encore de voler leurs terres. Mais l'un des visages les plus marquants de la sorcellerie reste la lutte contre les anciennes croyances. On raconte qu'à cette époque, il était fréquent pour les Basques de se retrouver à l'intérieur d'une grotte, dans le but de s'adonner à d'anciennes coutumes, loin du regard de l'Église, avec au programme des chants, des danses et probablement quelques moments arrosés. Des activités particulièrement rejetées par l'Église qui les jugeait blasphématoires, mais qui en vérité ne supportaient pas de voir perdurer le souvenir des anciennes croyances. Nous quittons maintenant le labour pour retourner à Zugarramurdi. Le petit village, suite à l'impact du procès du labour, à quelques kilomètres de là, subira à son tour le courroux de l'Inquisition. Et ce, à cause d'un procès qui se tiendra à l'extérieur du Pays basque. Le procès de Logroño, qui sera à l'origine de l'exécution de pas moins de 30 personnes, pour la plupart des femmes, toutes issues de Zugarramurdi, qui seront exécutées à Logroño devant pas moins de 3000 personnes. Le procès sera l'un des plus massifs jamais orchestrés par l'Inquisition espagnole, avec plus de 7000 cas de sorcellerie étudiés. Le procès du labour semble être celui qui a encouragé l'Inquisition espagnole à mener son enquête de l'autre côté des Pyrénées. Et même si le procès du labour fut tout aussi important que celui de Logroño, c'est bel et bien Zugarramurdi qui a hérité du surnom de village des sorcières. Tout d'abord parce que ce n'est pas moins de 30 personnes issues de ce petit village basque qui furent condamnées puis exécutées sur le bûcher. Un nombre relativement important si l'on tient compte de la toute petite population de ce village. Mais si Zugarramurdi est aujourd'hui encore très célèbre, c'est grâce aux témoignages recueillis. Des témoignages recueillis par la force et surtout la torture, et dont on pourrait encore douter de la véracité aujourd'hui. Et au final, l'histoire a quelque peu participé à la mystification de ce village, ou plutôt à sa diabolisation. Car Zugarramurdi est et restera le village des sorcières. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil au film Les sorcières de Zugarramurdi, réalisé par Alex de la Iglesia et qui aborde de façon comique et absurde
la légende des sorcières basques. Et si vous êtes de passage à Zugarramurdi, qui est avant tout un joli petit village, je vous encourage à découvrir ses grottes légendaires, mais surtout son musée des sorcières. Qui, en plus d'être un musée particulièrement original et intéressant, vous en apprendra beaucoup sur le mythe des sorcières basques. Voilà les amis, on arrive au terme de ce 9e épisode des légendes basques. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ma part, j'aurais pris énormément de plaisir à venir ici à Zugarramurdi, parce qu'en plus d'être un joli petit village, c'est le village le plus emblématique de la sorcellerie en Pays Basque, et c'était juste inévitable de venir ici pour parler de ce sujet. Malheureusement, c'est un sujet que je n'aurais abordé que très brièvement, puisqu'il s'agit vraiment avant tout de survoler la thématique des sorcières, une thématique dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais j'ai choisi d'aborder à la fois le thème des sorcières basques, telles qu'elles se présentent dans la mythologie, mais aussi de vous rappeler quand même le contexte historique dans lequel tout ça s'est déroulé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera la dernière de cette série. Et on essaiera de conclure cette série de la plus belle des manières. Allez, à bientôt!